bonjour, merci pour cette visite concernant les sujets multiples que nous allons aborder qui touchent notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Eh bien, ça fait un moment que nous avons commencé à lancer les cris d'alarme sur la détérioration du tissu socio-économique de notre pays. Ce n'est pas que je voudrais, moi, condamner X ou Y ou attribuer la responsabilité à X ou à Y, mais simplement la réalité est là. Le tissu socio-économique, je dirais, est catastrophique, à telle enseigne qu'il ne permet pas la vie, si je dois le dire ainsi. Tous nous les vivons, nous voyons comment est-ce que les paisibles citoyens, citoyennes de notre pays ont de la peine à vivre. Je ne parlerai pas à nouer les deux bouts du mois, mais la vie au quotidien, hein, plus loin je pourrais même dire la difficulté à gérer les 24 heures, c'est-à-dire une journée où on ne sait pas, on va boire, on ne sait pas est-ce qu'on va manger, on ne sait pas comment on va se déplacer, on ne sait pas, on est assuré, on est en sécurité ou non. Beaucoup de facteurs sur 24 heures à prendre comme ça, là, comme échantillon, pour comprendre que la situation socio-économique de notre pays, je dirais, plus que catastrophique, je dirais alarmante, je dirais dangereuse, et que si ceux qui peuvent faire quelque chose ou ceux qui savent faire quelque chose ne le font pas, ça serait la non-assistance en personne en danger. Même si la justice ne condamne pas, la conscience va condamner. Donc, il n'y a pas quatre manières de le dire ni de l'exprimer, si pas reconnaître que la situation est difficile, la situation est inacceptable. C'est avec ces mots que je pourrais me prononcer par rapport à la question de la situation socio-économique, surtout sociale, de notre pays. Et si on doit associer l'économie, c'est parce que je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, quoi qu'on fasse économiquement, quoi qu'on fasse politiquement, la justice, tout ce que nous voulons, les dénominateurs communs restent les sociaux. Évidemment, je pense qu'en une personne instruite, on ne doit pas que critiquer, on ne doit pas que observer. Quand on observe, il faut à un moment donné apporter des pistes et des solutions. Humblement, sans trop se taper la poitrine, je dirais que c'est mon pays. Donc, je ne suis pas non plus le meilleur, mais je peux apporter ce que je trouve moi utile afin de permettre une solution, pourquoi pas, à cette situation. Et pour moi, les solutions, on les trouve à deux niveaux, à deux échelles. Il y a à l'échelle macroéconomique et puis au niveau microéconomique. Je m'explique.
Souffrez avant que je ne donne les détails. Je dirais que le redressement du tissu socio-économique congolais, honnêtement, à ce jour, il n'attend pas de grands projets ni de grandes théories, mais il a besoin d'une réalité, au fait. Il a besoin de faits. Il a besoin du réel. Donc, travailler sur nos théories, que ce soit macroéconomique ou micro, c'est pas ce qu'entend le peuple, parce qu'à un moment donné, la situation, si vous voulez, a atteint le seuil. Donc, il faut des actions d'urgence, des actions directes. Au niveau macro, c'est vrai, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais je dirais quelques grandes lignes que moi je trouve prioritaires. Et ça, tout le monde le sait. On dira par exemple de l'assainissement des cadres, de l'environnement économique. C'est-à-dire la facilité, les lois qui facilitent l'investissement, moins de complications administratives dans l'entrepreneuriat, le soutien même à l'entrepreneuriat, le soutien à la recherche scientifique, et pas mal de pistes comme ça. Évidemment, la grande question que les gens se poseront, où trouver les moyens? Oui, les moyens, on peut toujours les trouver. Moi, je vous donnerai un exemple. Si le président Macky Sall du Sénégal a pris une décision courageuse d'ailleurs et risquée de dire qu'écoutez, nous avons un parlement avec 2 chambres, ça coûte, c'est lourd pour la nation, je préfère supprimer une chambre pour investir et rencontrer les besoins de la population. Aujourd'hui, le résultat est là au Sénégal. Ceux qui ont lu à son temps les plans Augustin, c'est vrai, vous allez me contredire. Vous me direz que il dit n'importe quoi. Peut-être qu'il ne maîtrise pas la constitution ou le fonctionnement de l'État. Mais des fois, il faut innover. Je l'ai dit. Au lieu d'investir, de donner beaucoup d'argent aux parlementaires, oui, je respecte leur travail, j'ai beaucoup de respect aux parlementaires, à nos élus, mais en plus de nous produire des lois, et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui les fait, c'est un travail d'équipe, mais il y a certains qui au Parlement, toute la législature, n'interviennent même pas, ne participent pas, ne sont pas actifs, mais ils touchent au moins ce qu'on leur doit, leurs émoluments. J'avais proposé dans les plans Augustin à ce que tout élu, que ce soit au niveau provincial, au niveau national, Sénat ou Chambre basse, qu'ils aient un espace de terre pour cultiver. Ça doit être une obligation à tout élu de participer à l'autosuffisance alimentaire de sa circonscription. Un moyen de lutter contre la famine. Écoutez, nous avons la terre et les terres arables aussi. Nous avons de l'eau. Nous avons la main-d'œuvre. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'emploi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la nourriture? Voilà un moyen, par exemple, de lutter contre la famine. Le nombre des élus que nous avons, 500 ou combien, tous ces élus-là, si chacun devait avoir au moins 2 hectares, de terre à cultiver, soit
élevage, soit ferme, soit agriculture, voyez comment est-ce que nos marchés seront boostés, pour ne pas dire inondés, en denrées alimentaires. C'est une piste. On peut innover, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une cellule qui fait les liens entre les milieux scientifiques et les milieux professionnels? C'est-à-dire encourager la création des start-up. Tous ces jeunes gens qui finissent les études, leurs travaux de fin d'études, leur mémoire, soient des éléments d'investissement et d'innovation, je dirais même technologique. C'est un moyen pour créer l'emploi, c'est un moyen pour créer une plus-value dans l'économie. Je suis encore au niveau macro. Le contrôle de flux monétaires. Pourquoi pas essayer de régulariser la situation des cambistes? Regardez la masse monétaire qui tourne dans les marchés parallèles. Et je me pose la question si même la Banque centrale contrôle cette masse monétaire, avec une conséquence de l'inflation. Toujours au niveau macro. La régularisation, ceux qui ont lu le plan Augustin, je parlais de la régularisation, les montants, des plafonnements des montants dans les transactions, dans les cash, et sur faciliter les transactions bancaires. Hélas, on a été plagié, on a rouvert, on a créé des banques, certaines banques même, je dirais, satellites, sans pour autant comprendre ce qu'il y avait exactement dans ce document. Il y a pas mal de pistes. Sur le plan macro, je ne veux pas trop m'atteler là, mais je vais sur le plan micro parce que ça permettrait à ce que les gens, la population, vivent directement ce dont ils ont besoin, ce dont ils attendent des dirigeants. Je vous donnerai deux petits exemples. Les sacs de manioc qui quittent Congo central pour Kinshasa, pourquoi est-ce que son prix doit tripler? Oui, le commerçant doit gagner, doit avoir son bénéfice, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'en plus du bénéfice, il y a d'autres frais? Pourquoi est-ce que le coût de production est-il plutôt élevé? Les tracasseries routières. Ceux qui sont censés contrôler pour la sécurité, ce sont ceux-là à qui on doit. Et finalement, ça augmente les prix à la fin. Mais on leur doit pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas. Est-ce que l'État a fait sa part? Ils les prennent en charge comme il faut, comme il se doit. Et je l'avais dit une fois sur RTNC. La machine économique, c'est comme une roue qui tourne, mais qui doit faire vraiment le tour complet, sans pour autant qu'ils connaissent des embuscades. Non, il suffit d'enlever ces petites barrières-là, où les gens, la marchandise fait circuler librement, sans qu'il y ait taxe X, taxe Y, ainsi de suite. Payer une taxe, la taxe normale, reconnue par l'État, sans d'autres taxes parallèles, les prix ont baissé. Faciliter la mobilité, le flux. Je sais qu'il y a un problème d'infrastructure, par exemple routière. Oui, c'est un problème, mais ce n'est pas une raison pour augmenter, qui doit faire augmenter les prix, surtout des biens de première nécessité, parce que c'est l'assiette, au fait. Le social repose sur l'assiette à un moment donné. Il y a l'assiette, il y a l'habitat. L'école, aujourd'hui, on parle de la gratuité, oui.
Et encore, pour quel programme? La gratuité sur la forme, je suis tout à fait d'accord. Mais quel programme? Il ne faut pas attendre seulement que l'individu devienne utile au niveau universitaire. Il faut adapter un programme qui fait que l'individu soit utile à tous les niveaux. Quand il aura son diplôme d'État, il sera utile à la nation. Quand il aura atteint les niveaux du CO, secondaire, il sera utile à la nation. Quand il va commencer l'humanité, qu'il soit utile à la nation. Quand il aura obtenu son diplôme d'État, qu'il soit utile à la nation, et ainsi de suite. Je parle là de la valorisation de techniques, de l'enseignement technique. Ça fait partie de l'économie. Ce sont des moyens parce que ça doit créer, ça crée de l'emploi et ça fait tourner l'économie. Mais là, je parle encore de biens de première nécessité, de denrées alimentaires par exemple. Toutes ces barrières, les foufous qui doivent quitter les Bandundu ou les Congo central pour Kinshasa, combien de barrières les chauffeurs ou les commerçants rencontrent en cours de route? Des taxes à payer, des tracasseries. Quand ils arrivent dans le lieu de débouché, il y a ça et là, taxe de ceci, taxe de cela. Mais entre nous, comment est-ce que les prix ne peuvent pas augmenter? Je parlais tantôt des problèmes des infrastructures routières. Oui, c'est une réalité. Mais il y a une solution alternative à cela. C'est le développement de l'économie locale. On peut développer une économie locale pour empêcher la dépendance interrégionale ou la dépendance internationale. Surtout pour les biens de première nécessité. Surtout ça. Parce que nous avons la chance d'avoir partout au Congo de l'eau, partout des terres arables, partout il y a de la main-d'œuvre. Donc avec ces trois éléments, on peut déjà résoudre le premier problème des biens de première nécessité, c'est-à-dire la nourriture. Et puis vient le problème de interdépendance ou des échanges interrégionaux ou interprovinciaux. Ce sont des petites solutions comme ça. Même les marchés, nos Wenze, trop de tracasseries, les agents économiques qui viennent pour ceci, pour cela. Mais tout cela, ça contribue à l'augmentation des prix. Alors que ce qui devait se faire, comme par exemple le service d'hygiène, comme le service, de la sécurité, ne se fait pas comme il faut. Écoutez, nous avons du boulot. Mais moi, je dis ceci. Déjà, ces petits éléments, ce n'est pas grand. Mais du fait que la voie du point A au point B soit fluide, pas de dérangement, ça contribuerait déjà à la baisse des prix. Qui dit baisse des prix, c'est-à-dire ça va encourager les commerçants à faire ces navettes. Ils viendront inonder les marchés. Ça pourrait donner un souffle, un boom de souffle à la population sur les prix. Et puis il y a tant d'autres. Là, aujourd'hui, je voudrais simplement me limiter sur les biens de première nécessité parce que c'est comme je l'ai dit, quoi qu'on fasse, les sociales, à un moment donné, se reposent sur l'assiette, sur l'habitat. Et dans l'habitat, on voit la sécurité en tant qu'individu, la sécurité d'être logé, la sécurité d'avoir son emploi, la sécurité de ses vêtures, la sécurité sociale, bref, comme on dit. C'est tout un travail, mais comme j'ai dit, je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas non plus le monopole. Il y a un conseil économique et social qui est censé se pencher sur tous ces éléments. On a un ministère de l'économie qui est censé se pencher sur tous ces éléments. Voire une partie du Parlement peut aussi faire ce travail. Je ne donne que des grandes lignes qu'ils peuvent bien développer.
Donc, sans trop monopoliser ou vous prendre du temps, les petites pistes comme ça, là, ça se fera vite sentir. La question de l'eau, la question de l'électricité aussi. Une eau potable et une eau propre. Nous avons la chance aussi de faire des puits, de développer cette technique parce que nous avons un peu d'eau partout. On peut développer des forages d'eau. C'est une solution. L'électricité. Nous avons des barrages. Le vrai problème de l'électricité que nous vivons aujourd'hui, délestage, c'est la surcharge. Il suffit de régulariser, très bien régulariser, mettre des très bons transformateurs à mesure de fournir l'électricité pour un nombre bien limité. Il n'y aura pas ces soucis d'électricité. Et avec l'électricité, on pourrait développer encore beaucoup de choses. Ce sont ces petits éléments que la population veut sentir. La population ne demande pas des milliards. Ils veulent avoir l'électricité, de l'eau potable, qu'ils peuvent manger, avoir, même avec un petit salaire, mais si salaire permet de nouer les débuts du mois, de payer les loyers, avoir de l'électricité, de l'eau, se nourrir, ça suffit, chers politiques. Il n'y a pas plus que ça. Hélas. Effectivement, le monde a été fait par la parole. Vous savez, chacun a son rôle. Ceux qui parlent, ceux qui conçoivent doivent parler, doivent partager leurs idées. Et ceux qui transforment la parole en action doivent aussi le faire. C'est toute une chaîne qui doit fonctionner. Moi, je peux avoir les idées, mais sans moyens. L'autre peut avoir les moyens, mais sans idées. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous devons travailler en synergie. On pouvait bien coucher toutes ces idées sur un livre et puis les vendre. Mais nous nous permettons de les mettre à la disposition, à la merci de tout le monde. C'est dans les soucis que ces idées servent notre pays. Donc, je n'ai que la parole. Je ne suis pas aux affaires. Simple citoyen. Je donne ma part. Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Moi, je donne mes petites analyses, mes petites recommandations, avec l'idée que ça serve, ça produise quelque chose pour mon pays. Simplement. Évidemment, si j'aurais un message à donner à la nation, je ne m'adresserai pas aux politiques, mais je vais m'adresser vraiment à la nation, comme vous l'avez dit. C'est de faire comprendre aux Congolaises et Congolais que votre avenir, votre devenir dépend de vous, ne dépend pas des hommes politiques. Moi, je fais de la politique, mais je vous dirais franchement que je ne crois plus à l'homme politique, je ne crois plus à la politique. Je crois à la société civile, la vraie. La vraie société civile. C'est quoi la vraie société civile? On parlera de la vraie société civile quand les citoyens ou la citoyenne s'auto-prendra en charge. Comprendre que c'est lui le souverain primaire, comprendre que c'est lui qui a la manette de commande, comprendre que les politiques vivent parce qu'il y a les citoyens. Il n'y aura pas de citoyens, les politiques n'auront pas d'influence qu'ils détiennent aujourd'hui. Donc, à un moment donné, mettons-nous au travail, retroussons les manches. Chers Congolaises et chers Congolais. Retroussons les manches, travaillons. Ne regardons pas les politiciens parce que ils sont là peut-être pour nous représenter, pour tracer des lignes. Mais le quotidien, c'est nous. C'est nous, chers amis. Lèvons-nous, mettons-nous au travail, laissez la politique aux politiciens. C'est vrai, ils vont s'occuper de nous, mais nous mettons-nous au travail et eux, ils viendront derrière nous. Voilà les messages que je pourrais lancer à la population congolaise. En vous remercie.